J'appelle à la barre François Roux, Bertrand Van Edervelde et David Emmanuel Durand pour une séquence autour de la convention collective PNL. Je vais peut-être vous installer un siège. Alors, déménageur breton, référent accessibilité. Voilà, c'est ça la polyvalence. Il faut un fauteuil, un micro. Bien, je suis censé commencer, donc je ne sais pas si tout le monde m'entend, je pense que oui. Je me présente, puisque je suis relativement nouveau dans votre univers de l'enseignement catholique. J'ai fait une carrière dans le secteur social au sens large. J'étais responsable d'une fédération d'entreprises privées, et donc je m'occupais aussi de négociations avec les syndicats de salariés pour des accords de branche. Voilà. Et quand j'étais un jeune retraité, j'ai vite été recruté par Laurent Laming et par Aurélia de Saint-Exupéry pour m'occuper avec Bertrand en particulier et toute une équipe très très homogène et très harmonieuse et très efficace de la relation avec les organisations syndicales et de faire vivre la branche professionnelle. Le concept le plus important, ce que je voudrais développer, c'est cette notion de branche professionnelle. Une branche, c'est un ensemble vivant qui est extrêmement fédérateur et qui développe le sentiment d'appartenance. Je prends un exemple, celui de la métallurgie. Dans le secteur privé, la métallurgie, c'est très divers. Si on regarde les entreprises, ça va des forges jusqu'à la mécanique de précision dans telle ou telle vallée des Alpes. Et le ciment de toutes ces entreprises, de tous ces métiers très différents, c'est la métallurgie, la branche qui est incarnée par l'UIMM, qui n'a rien à voir avec les organisations techniques qui, elles, font la promotion sur l'économie. Donc c'est cette notion de branche qui me semble extrêmement importante à développer au sein de l'enseignement, et à tel point que c'est devenu un axe stratégique de la FNOGEC, puisque Hervé a bien voulu m'associer aux travaux de la FNOGEC en me nommant, ou en me faisant élire, je ne sais pas très bien comment ça a marché, je ne me souviens plus, membre du bureau pour m'occuper de l'axe développement de la branche. Et une branche doit être non seulement moderne, parce que même si la convention collective a quelques traits de modernité, il y a encore du chemin à faire sur ce terrain-là. Une branche doit être moderne et surtout attractive. Attractive pour les salariés, parce que les salariés doivent se reconnaître dans un ensemble cohérent, et aussi pour d'autres partenaires qui pourraient nous rejoindre éventuellement, d'autres établissements qui sont proches de nous sur le plan de l'éthique, de la philosophie et des valeurs. Et donc il faut que cette branche soit attractive. Les chantiers que nous avons menés jusqu'à présent, moi je suis relativement nouveau, je suis arrivé juste avant le Covid, donc on a fait beaucoup de négociations par les écrans interposés, mais cette dimension de la négociation est extrêmement importante, et il faut impérativement qu'on puisse la développer. Donc, attractivité, modernité. Les chantiers qu'on a menés, c'est d'abord la convention collective, fusion de 9 conventions collectives dans un délai record, finalement, hein, puisque ça n'a pas été facile. On vous passe les épisodes, mais ça n'a pas été toujours très simple dans le cadre du dialogue social. Premier chantier, ça a fonctionné, maintenant il faut la mettre en œuvre, et surtout, il faut aussi la faire évoluer, parce qu'on bute sur un sujet actuellement, qui est celui, on bute pas, on identifie un sujet qui est celui des grilles de salaire qui sont extrêmement rigides et qu'il faut dépasser, il faut les assouplir, il faut les moderniser, puisque, et c'est le deuxième facteur, il y a une inflation durable qui fait qu'on est toujours en train de courir non seulement après le pouvoir d'achat, mais surtout à cause des augmentations de SMIC qui sont mécaniques. Donc par ces deux facteurs, inflation
et SMIC, on est obligé de travailler, de courir après et de continuer à déformer des grilles de rémunération qui méritent d'être revues et d'être assouplies. Voilà ce que je... Donc ça, c'est notre chantier. Bertrand le développera évidemment, puisque c'est lui notre négociateur. En tout cas, il y a un dialogue social qui fonctionne assez harmonieusement, avec maintenant 7 partenaires et non plus 3. Et on compte, et on est très heureux de pouvoir compter sur la fidélité de certains et de pouvoir continuer à dialoguer et à avancer, à signer des accords pour faire en sorte que nous ayons une branche qui fonctionne bien. Voilà, alors donc notre équipe, il y a le collège employeur qui regroupe l'AFNOGEC et les 4 organisations professionnelles de chefs d'établissement. C'est là que les choses se décident globalement. Et c'est au nom de la CEPNL, dont Laurent Laming est président, que nous avançons avec les syndicats de salariés. Donc voilà, et puis je voudrais aussi saluer le travail de Jean-René Lemeur, sans qui on ne pourrait pas vraiment travailler de cette façon. Donc merci Jean-René de votre compétence et de votre implication. Et puis aussi un grand merci aux organisations syndicales de continuer à faire preuve de créativité et parfois de revendication, heureusement, sinon ça serait même pas drôle. C'est notre travail. C'est votre travail. Mais en tout cas, il y a un état d'esprit constructif que j'apprécie. Donc voilà, des chantiers devant nous, une vision de développement de la branche et un dialogue social qui va la nourrir. Et ceci n'est pas que parisien ou national. C'est-à-dire que tout ça doit s'incarner et doit être à l'échelon local, dans les régions, dans les établissements et aussi dans les CPR, les commissions paritaires régionales, dont nous souhaitons l'installation et le développement. Merci de votre attention. Bertrand. Oui, alors quelques mots, même si on est passé très rapidement sur le contexte dans lequel tout ce travail a été fait. Bertrand, je me permets de t'interrompre. Si tu pouvais te présenter, alors tout le monde te connaît, mais je peux te présenter en 2 minutes et ainsi que ton établissement. Merci beaucoup. Bertrand Van Dervelde, donc à la base chef d'établissement dans le nord de la France, à Tourcoing, d'un ensemble coordinateur, d'un ensemble scolaire de 3000 élèves, le Sacré-Cœur à Tourcoing. Également donc président d'une des 4 organisations professionnelles de chefs d'établissement reconnues par l'enseignement catholique. Donc je rappelle pour mémoire, il y a le CINEDEC, le CINEDIC, le SNEL et l'UNETP. Donc je préside le CINEDIC et mes collègues présidents d'organisations professionnelles m'ont demandé de les représenter dans le cadre des négociations de la branche en partenariat donc avec un représentant pour l'AFNOGEC en la personne de François Roux. Et le service du secrétariat technique administratif est assuré par Jean-René Lemeur, assisté par Aurélia de Saint-Exupéry, donc qui est secrétaire général de l'AFNOGEC et à qui on doit énormément tous les deux pour la coordination de l'ensemble des travaux effectivement. Il me semble important pour moi, en tout cas, parce que même dans la convention, on n'y revient pas, ni dans le guide d'application, qui est presque plus gros que la convention collective elle-même, pour aider à sa bonne compréhension et bien dire l'esprit dans lequel on a travaillé. On n'a pas repris dans un préambule le contexte dans lequel nous avions travaillé. Alors ça a été abordé en quelques mots à l'instant, que ce soit par Hervé ou par François, mais n'oublions pas quand même qu'on avait cet impératif législatif que, grâce à l'action des prédécesseurs d'Hervé, que ce soit Laurent ou Michel Queneau, du fait de dire nous serons une branche de l'enseignement catholique vertueuse et nous allons travailler, tel que le demande le gouvernement, sur un rapprochement du secteur de l'enseignement privé non lucratif, avec création donc d'une confédération qui rassemble à l'époque, en 2016-2017, la FESIC, les universités catholiques et le réseau de l'AFNOGEC. Ces 3 fédérations sont réunies donc au sein de la confédération. En 2017, les travaux commencent. Nous avons 5 ans pour aboutir, jusqu'en avril 2022, pour une convention collective complète, nouvelle. Vaste chantier, énorme, avec des objectifs très ambitieux au point de départ, que nous avons été obligés d'amoindrir progressivement, malheureusement, compte tenu des différentes crises que nous avons rencontrées.
Dès 2018, la Fédération des écoles supérieures, donc la FESIC, a décidé de nous quitter pour rejoindre l'EPI, l'autre grand secteur de l'enseignement privé indépendant. Très bien, nous avons poursuivi nos travaux et puis nous avons lu les arrêtés de représentativité des organisations syndicales qui ont été annulés. Que fait-on ? On arrête de négocier. Ça dure à peu près 1 an. Et au bout d'1 an, la DGT nous dit, la Direction Générale du Travail nous dit, écoutez, reprenez le dialogue. De toute façon, même si on inclut les résultats, ça ne changera pas grand-chose et la représentativité ne devrait pas changer. Et le ministère fait appel de la décision qui avait été prise sur l'annulation de l'arrêté. Bon, très bien. Donc nous, on est représentatif, on négociera avec qui sera désigné représentatif devant nous, allons-y. 2019, nous reprenons les négociations. Nous nous retrouvons en 2020 avec la Covid. Et nous nous retrouvons en décembre 2021 avec novembre-décembre, 2 décisions très importantes, Conseil d'État et Cour de Paris, disant les arrêtés de représentation sont annulés. Ah, qui est représentatif ? Comme on ne le sait toujours pas, nous réunissons les 7 organisations syndicales et nous disons bienvenue, on reprend le travail. Mais notre impératif légal, de par la loi, reste avril 2022. Donc, les chantiers étaient prévus pour aboutir sur 2021, avoir le temps d'une saine relecture de l'ensemble des textes. Ces différents éléments nous ont amenés à dire il faut impérativement qu'on finalise dans les délais la convention collective d'un texte qui peut être présenté devant le ministère et qui puisse être appliqué, tout en sachant qu'il y a des pans entiers qui sont à renégocier, à rediscuter et où la coquille est quasiment vide de son contenu. D'autant que la dernière crise s'est produite ici en mars 2022 avec la décision des universités catholiques de quitter la CEPNL, et donc nous avons élagué l'ensemble des textes, un certain nombre de dispositions concernant le supérieur. Parfois même élagué un peu trop, donc il nous faut reprendre maintenant dans le cadre du paritarisme la discussion sur certains sujets, parce qu'on se rend compte qu'il y a tel et tel type de personnel qu'il faut pouvoir retraiter. Et nous avons malgré tout, y compris au sein de la FNOGEC, des écoles supérieures qui sont attachées et donc qui voudraient vraiment pouvoir appliquer notre convention collective et dans les meilleures conditions. Donc, un chantier qui n'est absolument pas fini. Et donc, moi, je dis avec un grand sourire, mais que dans le cadre du développement durable, il ne faut surtout pas imprimer les textes. Laissez-les numériques, parce que les liens vont changer, à tel point d'ailleurs que nous avons communiqué ici tout dernièrement, hier et aujourd'hui d'ailleurs, sur la signature de 2 accords, l'un sur le paritarisme et l'autre sur un accord donc, sur les salaires, pour dire que compte tenu de la mesure conjoncturelle, il nous fallait prendre une disposition avec une augmentation générale des salaires, ici à partir d'octobre, de 2% de la valeur du point de CEPNL, enfin EPNL, le point EPNL. Donc, vous le voyez, un travail qui se poursuit, avec un calendrier qui est fixé paritairement avec les organisations syndicales, toujours et pour un moment encore avec des incertitudes, sachant que les textes, dès qu'ils sont signés, comme on ne connaît pas la mesure de représentativité, on peut partir du principe qu'ils sont applicables et appliqués, mais on ne sait pas quelle est la mesure réelle de la légalité des dispositions qui sont prises, et avec parfois, dans le cadre du jeu de la discussion ou de certaines tensions, des menaces ou des laisser entendre qu'on pourrait dénoncer ou porter devant éventuellement les tribunaux tel ou tel point qui ont été mis en avant et dont on ignore si effectivement ils sont valablement reconnus ou pas.
Voilà donc l'enjeu incertain encore et le contexte incertain dans lequel nous sommes, avec des textes qui doivent continuer à évoluer. Et si effectivement j'ai été désigné pour être le négociateur principal de la branche depuis ces 5 ans de travail, il y a également tous les autres membres des délégations qui travaillent au sein, que ce soit pour la santé, pour la formation professionnelle, pour la prévoyance et toutes ces instances qui tournent autour de ce qu'est la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. Je sais que je fais sourire parfois les organisations syndicales à force de le répéter, mais on est rentré dans un autre monde. Et pour ceux qui avaient assisté aux journées sociales de la FNOGEC qui avaient eu lieu à Deauville, où on avait eu le professeur Anton Mattei qui était venu et qui nous avait dit avec son accent truculent « La branche, ce sera ce que vous en ferez ». Et la branche, elle est là pour faire la loi de votre organisation et de vos relations avec l'ensemble des personnels. Et qu'il nous fallait construire cela et que la commission paritaire, elle est bien permanente de négociation et d'interprétation, seule habilité donc à pouvoir le faire et à fixer son propre calendrier pour faire évoluer les textes. Donc effectivement, dans la convention collective, on a des grilles de classification, on a des grilles de rémunération, on a des classifications. Nous remettons cela en jeu et en cause actuellement avec un lourd travail et en devant effectivement, comme l'a dit François, prendre en compte également le contexte complètement nouveau dans lequel nous sommes, d'inflation, de structures d'OGEC qui pour beaucoup portent et sont étouffés avec une grande crainte sur leur devenir économique, quand on voit des augmentations des fluides, etc., qu'on a beau être au service public et associé, ben, très bien, sauf que comme les particuliers, enfin, et comme les entreprises en tout cas, on supporte toutes les augmentations, que ce soit les assurances, les fluides, la loi Egalim, l'accessibilité, et nanani et nanana. Enfin, chacun est bien au courant normalement dans cette auguste assemblée de l'ensemble des obligations qui pèsent pour nous, et en même temps, nous voulons que nos salariés se sentent respectés, reconnus, d'où des entorses aux habitudes qui ont déjà été faites, avec des applications anticipées d'augmentation du point dans les augmentations au mois d'avril-mai lors de la NAO, d'où des décisions prises pour respecter et ne pas laisser simplement des indemnités différentielles ou des indemnités pour un rattrapage simplement de la valeur du SMIC, mais redépasser dans la mesure du possible ce SMIC et s'en écarter quelque peu pour donner une lisibilité. Tout le monde le sait, les structures de nos OGEC reposent essentiellement sur les forfaits et donc aussi sur les contributions familiales. Ces contributions familiales, on ne les change pas en cours d'année scolaire. Il faut que ce soit largement anticipé. Il faut qu'on puisse assurer une meilleure visibilité. Et ça, il est clair que maintenant, depuis après 20 ans de stabilité et de retrouver un contexte inflationniste est quelque chose de très difficile pour chacun. Je ne voudrais pas être trop long, je suis désolé, je suis un peu maître du temps, donc je suis contraint de respecter. On va laisser la parole à David Emmanuel Durand qui intervient avec plusieurs casquettes ce matin. Alors, on a entendu un peu d'agilité, un peu d'attractivité, mais on a un texte aussi qui doit s'appliquer. Et donc, c'était la sollicitation, enfin notre demande en tant que signataire du texte, et vous allez vous présenter, mais aussi et surtout en tant que président de la CPPNI en exercice. Nous avons souhaité vous laisser la parole et vous demander de nous dresser 3, 4, 5 points de vigilance sur le déploiement et l'application de la convention collective EPNL. Et donc, on vous laisse la parole sur ces points. Vous avez 10-12 minutes. Très bien. Merci beaucoup. Je suis heureux et honoré d'être présent parmi vous aujourd'hui. Alors, pourquoi ? Tout d'abord, parce que, en tant que président de la CPPNI, encore pour quelques mois, vous manifestez le fait de l'importance et de la réalité du dialogue social dans notre branche. Ça, c'est important. Et d'autre part, que la convention collective est vraiment l'œuvre et le fruit d'un travail de négociation intense entre le collège employeur et le collège salarié. Alors je me présente, je m'appelle donc David Emmanuel Durand, je suis animateur en pastoral scolaire dans un groupe scolaire à Lyon.
Alors, je vais revenir sur le... Excusez-moi, je sors de mon 4e Covid. Le dialogue social, le paritarisme sont essentiels dans notre branche. Je pense que vous l'avez bien compris avec les interventions précédentes. Pour preuve, les réunions très régulières. Nous sommes une branche qui se réunit avec une très grande densité. Il y a les réunions autour de la formation, autour de la santé, autour de la prévoyance, autour de la prévention. Il y a les certifications CQP, VAE. Il y a la COC, qui est une nouvelle commission également. Mais il y a aussi tous les groupes de travail sur le handicap, sur les risques psychosociaux, sur la responsabilité environnementale, etc. Donc on se rend compte très régulièrement, le dialogue social est vraiment une spécificité de notre branche professionnelle. Je pense que les négociateurs des organisations syndicales reconnaissent le respect et le dialogue social qui est quand même, on peut dire, assez bon au niveau national, au niveau de la branche. Mais je vais revenir sur ce qu'a dit M. Roux, et je pense que c'était fondamental ce qu'il a dit. Ce dialogue social vivant qu'il y a au niveau national, au niveau de la branche, doit pouvoir se diffuser sur les territoires. Et il existe, dans notre convention collective, la réalité des CPR, des commissions paritaires régionales, qui est vraiment une instance que nous souhaitons valoriser et qui, pourquoi pas, se développera dans l'avenir. Il se trouve qu'il y en a certaines qui fonctionnent bien. Je vais donner l'exemple de la Bretagne. Je ne sais pas s'il y a des Bretons. Il y en a sûrement parmi nous. On me dit qu'il y a des Bretons dans la salle. Ah, mon Dieu. Très bien. Mais il y a des régions où il n'est même pas envisageable actuellement de mettre en place une CPR. Et je vais donner l'exemple de ma région, Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, je pense que ça questionne, ça surprend, et vraiment, ça interroge. Enfin, voilà. Est-ce qu'il serait, dans certains territoires, pas possible de vivre un certain dialogue social ? Mais il n'y a pas que dans le niveau territorial, il faut après que le dialogue social se vive sur le terrain, dans les établissements. Alors, à travers les CSE, et là, on est encore dans une nouvelle période de renouvellement de CSE intense, avec la petite complexité qu'on nous a donnée avec les urnes séparées, mais vous êtes sûrement au courant parce que vous lisez tous les jours Isidore, je pense. Mais aussi dans les établissements de moins de 11 salariés équivalents temps plein. Il doit y avoir aussi un dialogue social dans les petits établissements qui ont souvent une dimension plus familiale, mais la dimension familiale, parfois, peut créer des petites crispations au quotidien. Donc l'importance du dialogue social qui est vraiment fondamentale. Ici, devant moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes représentant des UDOGEC, UNIOGEC, UROGEC, peut-être des organisations patronales. Je vois des collègues aussi des organisations syndicales. Et il est vraiment très important d'accompagner dans les établissements l'application des textes conventionnels. C'est très important. Plus la compréhension du texte conventionnel est réelle dans un établissement, plus on évite parfois des conflits, on évite des risques psychosociaux, parce que je ne sais pas si vous allez les remonter sur le terrain, mais les départs pour inaptitude, rupture conventionnelle, abandon de poste, ça a tendance quand même à pas mal augmenter, pas seulement à cause du Covid d'ailleurs, parce que ça avait commencé un peu déjà avant le Covid. Et aussi, nous sommes une branche particulière, et au-delà de la loi, de la convention, du texte conventionnel, nous y sommes aussi fortement invités par la doctrine sociale chrétienne. Monsieur de Cardrel en a parlé déjà au tout début, et c'est vraiment aussi fondamental. Donc il y a aussi une exigence morale pour faire vivre ce dialogue social et l'application de ces textes conventionnels. Déjà, depuis le 1er septembre, est appliquée cette convention collective. Alors, nouvelle ou pas nouvelle, mais en tout cas, la version 2022. Il y a déjà des retours du terrain. Alors, il y a des retours du terrain, évidemment, par les salariés, mais il y a aussi par les chefs d'établissement, parce qu'en tant qu'organisation syndicale, moi je suis du SNEC-CFTC, nous avons plusieurs centaines de chefs d'établissement qui adhèrent au SNEC-CFTC, mais on a beaucoup de salariés et d'enseignants qui sont aussi bénévoles dans des OGEC, donc on a des retours aussi des OGEC à ce niveau-là. Et du coup, j'aurais voulu faire un petit point focal sur des sujets qui reviennent, et que je souhaiterais d'ailleurs mettre à l'ordre du jour de la CPPNI du 21 octobre. Très bien. Je le dis pour Monsieur le Maire. Non, je note. Très bien. Voilà. Dans la concertation. Mais juste avant, pour ménager le suspense, je vais quand même
donner 2 petits remerciements quand même. Hein. Parce que M. Roux et M. Van Nedervelde, même s'ils sont de l'autre côté, hein, voilà, dans leur rôle, facilitent le dialogue social, ce qui est quand même important. Et je voudrais quand même dire 3 merci particuliers à M. Lemeur, à Mme de Saint-Exupéry et à toute l'équipe de l'AFNOGEC, qui, grâce à leurs compétences, même s'ils sont totalement identifiés employeurs, là-dessus il n'y a aucun doute, hein, facilitent au maximum un dialogue vrai et franc. Et ça, je pense que c'est important, parce que ça évite parfois les circonvolutions, les pièges, etc. Bon, voilà. Alors, quels sont ces points sur lesquels je voudrais un peu zoomer devant vous? Peut-être que vous avez, vous, dans vos réseaux également, ces retours. Il y a par rapport à la modification de la périodicité des entretiens professionnels. Car vous avez vu qu'il y a eu quand même un échec sur la valorisation de la formation, avec les 25 points, les 30 points, à quel moment on les donne pas, on ne veut pas les donner, enfin c'est très compliqué. Donc on a dû changer un peu le système pour qu'il soit plus efficient. Et on a des retours donc sur cette modification de la périodicité des entretiens. On a des questions sur la création de l'entretien triennal d'analyse des classifications. Et aussi la modification de la période d'acquisition des congés payés. Donc ça, ce sont les premières questions qui sont remontées un peu en urgence. Il y en a d'autres aussi, mais c'est vraiment ces 3-là qui sont revenus en urgence. Vous avez les mêmes? Oui. Ça me rassure. Alors, les questions, c'est simple. Hein. À partir de quand commence la période triennale? Faut-il jumeler entretien professionnel et analyse triennale de classification? Comment gérer les congés payés dus aux salariés suite à la modification de la période d'acquisition des congés payés? Parce qu'il se trouve que par magie, il y a plein d'OGEC, d'établissements qui disent mais nous étions déjà comme ça. Oui, d'accord, c'est intéressant de le savoir, mais bon. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui revient. Et par contre, un autre point, c'est le dernier point, le 4e, qui revient chaque année. Chaque année. Et vraiment, il faut avoir une attention particulière là-dessus. C'est les calendriers annuels, alors qu'on appelle maintenant PRDT. On a intégré, vous avez vu, l'accord RTT 1999 dans la convention collective version 2022, mais il se trouve qu'il y en a encore qui n'ont pas leur calendrier. Attends, pourtant on avait mis un peu de souplesse, on avait dit 3 semaines après la date de reprise. Il y en a qui l'ont en avril, il y en a qui ne l'ont pas. Du coup, c'est très compliqué aussi. Alors je sais que c'est pas simple, hein, forcément, dans certains services de le mettre en place, mais vous savez qu'il y a de la souplesse. Quand même, on peut faire des modifications si on prévient avant 10 jours, enfin, etc. Parfois, dans le dialogue avec le salarié, on peut aussi modifier. Bon. Mais là, c'est vraiment un sujet, je peux dire, de souffrance aussi vis-à-vis de certains salariés, qui parfois ont leur emploi du temps qui change du jour au lendemain ou le matin même. Et il n'y a pas de question après, est-ce que j'ai une activité avec mon enfant, est-ce que je m'occupe de... Bon. Donc il faut être très attentif à ça. Je sais que ce n'est pas évident, mais c'est un point qui revient chaque année. Et cette année, malgré le fait qu'il y a une certaine simplification, parce qu'en intégrant les stipulations de l'accord RTT à même le texte, et malgré cela, il y a encore des difficultés dans certaines structures d'avoir ces calendriers. Alors, la branche a le souci de susciter sur les territoires et les établissements des politiques constructives et efficientes. Ce n'est pas la branche qui décide pour les établissements, mais du coup, on peut susciter une dynamique. Et notamment au niveau de la formation. Vous avez vu qu'on essaye de trouver, d'ailleurs un nouvel accord sur la formation qui a été signé récemment, pour qu'il y ait une vraie politique dans les établissements au niveau de la formation. La formation est un plus pour les entreprises, pour les établissements, et aussi un plus pour les salariés. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se réfléchit dans chaque établissement scolaire, dans chaque groupe scolaire, et c'est quelque chose qui est important pour les salariés. Donc vraiment, travailler à cette réflexion d'une politique de formation, aussi de la prévention, notamment sur les risques psychosociaux. On a vraiment énormément de retours sur des dégâts qu'il peut y avoir. Ça peut être au niveau des salariés. On a eu beaucoup de dégâts au niveau des chefs d'établissement suite au Covid aussi, avec du surmenage, avec un engagement jour et nuit. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel il faut être vraiment très attentif. Et en fait, je reviens sur ce qu'a dit M. de Kerdrel également aussi, hein, la notion de personne, la notion de l'humain.
C'est une branche, vous avez vu qu'au début, il y a un chapitre qui s'est beaucoup développé sur des questions qui concernent vraiment l'humain, qui est aussi quelque part aussi le cœur du métier. On n'est pas une branche anodine, hein. On est là, on est en mission d'abord pour les élèves, pour les jeunes. Donc c'est quelque chose de fondamental. Et ça doit se trouver aussi dans le dialogue social et les relations qu'il y a entre partenaires sociaux. Donc l'équilibre de la vie familiale, la lutte contre le sexisme, le télétravail, parce que le télétravail, on va sûrement beaucoup travailler dessus parce qu'il y a une réelle demande maintenant sur le terrain, et il y aura peut-être une logique intelligente par rapport aux économies d'énergie à faire. Enfin bon, c'est quelque chose pour lequel on réfléchira. Au niveau du temps... C'est très bien. C'est très bien. Bon. C'est parfait. Dans ce cas-là, je vais faire une petite conclusion. Petite conclusion, si vous voulez. Très bien. Donc, je tenais aussi à remercier, je profite de ma présence pour remercier tous les bénévoles qui sont au sein des OGEC, hein, qui font tourner les structures, et les présidents des OGEC qui sont nos employeurs, nous salariés. Leur engagement, même si parfois on n'est pas toujours d'accord sur certaines politiques sociales, manque de revalorisation salariale, politique de formation, en tout cas, ils donnent de leur temps et de leur sueur et leur charge mentale au service de ces structures. Tous leurs collaborateurs aussi, qui œuvrent et pour les jeunes et du coup pour la société, et qui du coup pour l'enseignement catholique aussi, qui est une institution honorable. Je redis une dernière fois l'importance du dialogue social, même s'il peut parfois demeurer exigeant, parce que parfois il peut être un peu dur sur le terrain, le dialogue social, mais c'est nécessaire. Et le thème du colloque d'aujourd'hui, je le trouve très intéressant parce qu'il ouvre justement sur des perspectives, sur une dynamique. Ce n'est pas une convention collective figée, c'est quelque chose qui va être vivant. Il y a encore des accords qui vont être travaillés. J'espère que nous aurons des accords sur ces sujets-là. Et donc, on souhaiterait préserver cette dynamique positive et vertueuse. Et donc, voilà. C'est ce que je voulais dire. Et c'est très important, le dialogue social, je tiens à le dire une dernière fois. Merci beaucoup, messieurs. Merci, monsieur Durand, de ce témoignage et de ces questions. Donc on a bien noté, alors notamment pour l'ordre du jour de la commission paritaire à venir, périodicité d'entretien professionnel, entretien triennaux sur les classifications, effectivement période d'acquisition et de prise de congés payés qui sont... C'est vrai que là on est dans le top 3 des questions posées depuis maintenant 2 ou 3 mois et donc on a un certain nombre de réponses à apporter. C'est peut-être pas le moment d'en parler. Juste un point et un rappel, vous parliez d'une intention, d'une dynamique, etc. Moi, je n'ai de cesse. Alors, je pense que les collègues ici en ont un peu ras-le-bol et les attachés de gestion que j'ai régulièrement aussi par visio, etc., de leur dire attention, prenez un peu de recul sur les textes, que les documents d'interprétation, bien que très bien rédigés, c'est pas le texte, et prenez le temps de lire le texte, de revenir au texte, mais d'en tirer aussi un peu de philosophie. N'oubliez pas les préambules qui sont très importants dans l'intention. Et ça éclaire beaucoup les questions dont vous parliez. C'est-à-dire que dès lors qu'on prend un peu de recul, la question de l'entretien triennal et de sa périodicité est expliquée. C'est expliqué dans l'accord du mois de mars sur le développement des compétences, mais aussi dans la convention collective. Un entretien biennal qui passe à 3 ans ne transforme pas le temps de 2 à 3 en 5 ans. Ça, hein, c'est parce que là c'est un peu l'idée que vous véhiculez. C'est-à-dire qu'en gros, on a des personnes qui nous disent le caractère triennal commence à partir du 1er septembre, en oubliant le passé. Enfin, les techniciens comprendront. Donc merci de rappeler ces éléments-là, un peu d'ambition, et de revenir aussi sur le chapitre 2 de la convention collective qui s'intitule « Responsabilité sociale ». Et c'est le sens même des propos qu'on a tous tenus depuis ce matin et les propos qui vont être tenus tout au long de la journée. Donc merci de le souligner. C'est pas anodin. Chapitre 2, c'est juste après le champ d'application et l'organisation du dialogue. Et donc on y retrouve des intentions et un programme autour de l'égalité femmes-hommes, autour de la prévention des risques professionnels, autour d'une politique de gestion de l'emploi et des compétences, donc qui font le cœur de la matinée. Merci encore, messieurs, de votre intervention et de votre témoignage.